Je vais passer la parole tout de suite à Joël Desrosiers et on fera le débat, bien sûr, à la fin. Joël Desrosiers, qui, là aussi, est le plus québécois des Haïtiens, avant Dany Laferrière, je préfère le dire quand même, et peut-être également le plus haïtien des Québécois. Puisque cette relation entre Haïti et Québec est exactement la même que la relation entre France et Japon, comme ça a été tout à l'heure le cas entre Cuba et Paris. Je rappelle que Joël Desrosiers est d'abord psychiatre, c'est sa fonction principale, et que de temps en temps, il fait de la littérature. Il fait de la poésie, il fait des essais, et parmi les œuvres qu'on lui connaît assez bien, il y a son recueil de poèmes vétiver. Et parmi les essais, il y a sa fameuse tentative d'une théorie des Caraïbes, et qui me semble compter assez bien dans le paysage qui est celui de ton œuvre littéraire. Alors, je ne veux pas parler de toutes ces œuvres, mais je voudrais qu'on t'écoute dans ton hommage à Édouard Glissant, Métaspora et relations poétiques, esthétiques, politiques. Merci Ronald pour cette très amicale présentation, notamment après ce que je viens d'écouter, l'intervention d'Édouard Manet et de Michael Ferrier. Effectivement, les théories sont incarnées, parce que je suis aussi cubain d'une certaine famille, parce que j'ai une partie de ma famille qui vit à Camagüey, à Santiago de Cuba, depuis très longtemps, puisque un grand-père a été le premier diplomate haïtien à Santiago de Cuba. J'ai appelé cette intervention hommage à Édouard Glissant. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, François Nodelman et Françoise Simochi-Brones, pour cette invitation qui m'a beaucoup touché. Quelques considérations méthodologiques. Vous verrez que je vais présenter des diapos qui n'ont pas un rapport direct avec le texte que je vais vous lire, donc ce qui va vous poser quelques problèmes d'attention et de concentration, mais je compte sur vos associations libres, les déplacements que vous pouvez faire pour jouer, passer d'un texte à l'autre. Je crois qu'il y a là. Voilà. Sur cette image, vous verrez qui est prise, je crois, par Lise Gauvin, qui est dans la salle. C'est la rencontre québécoise internationale des écrivains. Ça a eu lieu dans les Laurentides en 1993, plutôt que 1994. Il y a autour d'Édouard Glissant, Maryse Condé et Émile Olivier, et je suis placé à l'extrémité. C'est la première fois que je rencontre Édouard Glissant. Non, j'ai rencontré Édouard Glissant lors d'une invitation à un autre colloque que lui avait consacré Maximilien Laroche à l'Université Laval. À ce moment-là, je publiais un livre intitulé « Savane ». J'avais le manuscrit en main, le livre n'était pas encore terminé, j'avais lu quelques extraits, et à la fin, Édouard Glissant m'avait demandé le manuscrit de Savane, que je lui avais remis. C'est le premier contact que j'avais avec Glissant à ce moment-là, il y a environ 30 ans, et d'année en année, ces contacts vont être constants. Cette œuvre va m'enrichir, va même m'aider à comprendre ma place au Québec. Glissant, par la suite, je le rencontre à Paris et il m'invite dans un endroit insolite et c'était une rencontre avec l'association des couturières de la Martinique à Paris, où Glissant présentait le discours antillais. C'était le moment le plus touchant que j'ai eu avec cet homme, ce grand monsieur qui m'avait beaucoup appris à ce moment-là, qu'il était le militant de son œuvre, auprès de toutes sortes de personnes,
pas seulement des intellectuels, des écrivains, des lettrés, mais des gens humbles. Ensuite, il m'a invité une autre fois à une association de postiers martiniquais également, où, encore une fois, il présentait le discours antillais. Voilà, c'était ça, Glissant. Et puis, j'ai publié mon premier essai, Théorie Caraïbe, où je vais vous lire très rapidement, qui est intitulé Gouverneur de l'hiver, en hommage à ce que j'ai appelé le désir d'hiver chez Glissant. Dans son essai qui annonce toute l'œuvre ultérieure, Édouard Glissant ouvre son propos poétique par un envoi: l'hiver a ses séductions redoutables dont il faut parfois se garder, c'est dans le soleil de la conscience. Et Glissant continue un petit peu pour trafiquer les pôles entre le nord et le sud, le soleil pour la neige pour le soleil. Plus loin, Glissant poursuit sa méditation. Je reprends cette expérience de la neige, longtemps de là-bas je la désirais, beauté menaçante, et la première fois qu'à mes yeux elle offrit son écume, ce fut juste comme une pluie, je l'avais connue déjà, mieux encore, elle, la grisaille, pour enfin donner à l'hiver le seul éclat de sa parole. Ainsi elle avance, l'image même de la saison froide, son essence préfigurée. Elle délivre de l'attente et oppose lumineusement. Elle est presque chaude. Alors, je vis au Québec depuis mon enfance, et donc cette neige chaude m'a ouvert une perspective pour tenter de comprendre mes origines insulaires et comment Glissant m'offrait une passerelle pour gouverner cet hiver. Ensuite, nous avons gardé un contact parce que Glissant venait régulièrement au Québec où il avait de grandes amitiés, notamment avec Gaston Miron, Lise Gauvin, Pierre Neveu. Et il avait été invité dans un cycle de conférences, pour donner un cycle de conférences à l'Université de Montréal dans le cadre d'une revue appelée Études françaises. Et c'est là que nous avons tenu un dialogue ouvert, un peu comme cela se passe ici. Et ce dialogue s'est retrouvé dans un livre publié par Glissant, publié aux universités de Montréal, aux presses de l'Université de Montréal, intitulé « Introduction à une poétique du divers », dans lequel Glissant explique, nuance et pose un certain nombre de balises, notamment un hommage appuyé à Ségalen, et les dialogues que nous avons eus avec la salle et d'autres intervenants se sont retrouvés dans ce livre, et j'ai retrouvé dans mes affaires ce livre paru en 1994 où il est question des interrogations que j'évoque devant Glissant sur Édouard Saïd, la question des identités, le rapport à la science, à la théorie du chaos qui était à la mode à ce moment-là, qui n'a pas fait long feu, et aussi le rapport de Glissant aux canons occidentaux, aux écrivains occidentaux qui seraient les fourriers de la colonisation par leur esthétique qui précède la colonisation. Et donc un certain nombre et là, par intermittence, nous nous revoyons comme cela sur toutes ces années à la Martinique, à Montréal et ici en France. Et un beau jour, Émile Olivier, d'heureuse mémoire, l'écrivain haïtien, nous nous rencontrions tous les vendredis dans un bistrot à Montréal qui s'appelle la Brûlerie Saint-Denis, sur la Côte des Neiges, pour ceux qui connaissent. Et Émile me dit « Tu as vu le dernier roman de Glissant ?» J'ai dit non, pas encore. Il me dit va chez Renaud Bré, une librairie en face, va l'acheter. Je traverse, je prends le livre et il m'avait indiqué une page. Je feuillette et qu'est-ce que je vois? Glissant a fait de moi un personnage d'un de ses romans, sous mon nom propre, reprenant
les conversations que nous avons eues à la rencontre internationale des écrivains, sur mes recherches sur le marronnage au Québec, à propos d'une héroïne marronne qui avait incendié la maîtresse, qui avait incendié la maison de sa maîtresse. Je suis aussi psychanalyste, donc je peux me permettre ce genre de choses, mais pas vous. Du coup, la ville avait été incendiée, elle avait fui aux États-Unis avec son amant, rattrapée, un procès avait eu lieu, elle avait été pendue puis brûlée. Et cette histoire de marronne, d'une femme noire au Québec qui avait, au XVIIe siècle, incendié la ville de Montréal, avait fasciné Glissant. Et je me suis retrouvé dans ce livre, dans ce roman de Glissant, dans une espèce d'hyperfiction où je ne croyais pas mes yeux, où j'étais très ému en même temps, bouleversé, me demandant mais qu'est-ce qui m'arrivait dans ce rapport. Et puis par la suite, je crois que c'est Ormérode ou Sartorius, je ne me rappelle jamais du titre précis du livre. C'est l'un ou l'autre. Je publie Vétiver et plusieurs critiques littéraires parlent du rhizome. Le vétiver est un rhizome et les gens m'associent à Glissant, mais en réalité, je suis élevé dans le vétiver. Ma famille est une famille d'industriels d'huile essentielle, donc j'ai passé toute ma petite enfance dans les alambics, dans les usines, dans cette odeur boisée de vétiver qui n'avait directement pas grand-chose à voir avec les rhizomes, mais avec une fragrance, avec une odeur boisée. Et c'est en hommage à Glissant que je vais vous lire ce texte que j'ai tenté de comprendre les liens assez complexes entre un jeune écrivain que j'étais, d'origine haïtienne, élevé au Québec, élevé en France aussi, puisque j'ai passé plusieurs années à Strasbourg pour mes études de médecine, et que mon grand maître en psychiatrie et en psychanalyse a été Lucien Israël, que vous connaissez peut-être, mais Gaël Ferrier. Alors j'ai intitulé ce texte Métaspora, dispersion du désir, désir de dispersion. Si la diaspora est la dispersion du désir, la métaspora, c'est à mon sens une formulation qui rend compte de ce désir de dispersion désormais présent dans notre monde contemporain et particulièrement dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Cette pensée donc s'inscrit dans la filiation du travail de Glissant qui convoque la littérature à son devoir de poésie, c'est-à-dire d'acte de résistance et de contre-pouvoir face aux idéologies meurtrières de l'identité. Le XXe siècle fut celui de l'indigénisme haïtien, 1915-1957, puis de la négritude, 1935 à 1970, suivi par les mouvements de l'antianité de 57 à 81 et de la créolité de 1989 à 2000, qui ferme le siècle. Ce dernier courant apparaît en même temps que celui des écritures migrantes, des constructions de l'altérité qui marquera les institutions littéraires au Canada, au Québec en particulier, et ailleurs dans le monde. Hanté par la puissance destructrice de la démesure, le XXe siècle fut aussi celui des catastrophes écologiques dont on vient de parler, des génocides, des guerres mondiales, des révolutions et des dictatures tropicales, pernicieuses, scabreuses et indécentes. En ce début du XXIe siècle qui annonce la décadence de ce monde dans des convulsions climatiques d'ici quelques années, nous fermons les yeux sur ce problème, c'est à une réassignation de l'inépuisable chaos du monde que conduit l'œuvre d'Édouard Glissant. Sa poésie embrasse les espaces depuis les plus vastes, les longs fleuves immaculés vus d'avion, le Mississippi, jusqu'aux plus minuscules cailles, qui sont des îlots. Je suis né sur une caille, ma ville natale s'appelle les Cailles. Entre l'Europe et l'Amérique, je ne vois que des poussières, s'est exclamé De Gaulle, cette formule a été reprise par Glissant, mais les 7000 cailles et îles qui constituent la Caraïbe sont à mes yeux un véritable
continent. Et c'est ce qu'on peut appeler une sporade. On pourrait appeler ce colloque la sporade d'Édouard Glissant, puisque spora signifie, comme je l'ai exposé là, sur la diapo, les îles d'un archipel, les sporades. Et spora, c'est aussi ce qui est épars, qui est errant, qui est dispersé. Et sur le plan de l'écriture, à partir de Plutarque, la spora va signifier des discours détachés, des fragments et des essais, et Montaigne va beaucoup se emprunter à Plutarque. Dans le travail que j'ai essayé de faire, cette écriture donc témoigne d'une filiation spirituelle et sensorielle avec Glissant, dont la prégnance est éprouvée grâce à la richesse olfactive du vétiver ou à la noblesse boisée du gaillac. Je cherche et je prends appui sur des nouveaux points qui sont des points sensibles, des points somatiques, sur les brisures et les strates de l'histoire. Je les croise aux archives familiales. Je véhicule ces idées au tournant des arts contemporains ou encore sous l'illustre panthéon des écrivains que j'admire. Lautréamont, Borges, Perse, Césaire, Glissant, Fanon, Chamoiseau, tous créoles à l'enfance déracinée. Si mon mode de pensée procède par substitution des cultures, c'est que, comme Glissant, j'ai été convaincu de leur compénétration dans mon histoire familiale, par glissement, par fuite, par retouche, détour. Il est question de converger au plus loin sur d'autres voies qui sont celles du cinéma, de la photographie, de la peinture et de la musique, au point de recel du sujet, là où s'anime la vérité libératrice de la parole, mais qui n'aurait plus de source. Dans Métaspora, j'évoque donc par l'allégorie végétale du spore, qui est une forme ultime de résistance biologique, la dispersion des hommes dans le monde. Méta est donc le préfixe au-delà, qui signifie le devenir de la diaspora, c'est-à-dire le transforme en un imaginaire. La métaspora est une métafigure du discours. Elle est au-dessus, après, mais elle est aussi avec le poème. Contre la violence intrinsèque qui éloigne les hommes, j'essaye de poser la nécessité d'établir les conditions pour empêcher la conscience humaine d'être idolâtre, devenue inhospitalière et hostile, d'être incapable de percevoir la présence de l'autre, inattentif à son visage. Quand la haine de l'autre fait une réapparition aussi spectaculaire que nauséabonde, l'obligation de respecter la diversité des cultures n'a pas besoin d'autres fondements éthiques. Vous savez que dans les années 90, en 93 en particulier, Glissant a participé à la fondation du Parlement des écrivains, également du réseau des villes-refuges. À l'époque, membre de l'Union des écrivains du Québec, j'ai lancé un mouvement pour faire de Montréal et de Québec deux villes-refuges. Et je suis venu à Strasbourg. Là aussi, j'avais rencontré Glissant et Jacques Derrida pour tenter d'arrimer ces deux villes québécoises au réseau des villes-refuges. Et ça a été, là aussi, j'avais reçu le support très important d'Édouard Glissant, puisque Jacques Derrida et Édouard Glissant étaient venus à Montréal, à la Bibliothèque nationale, rue Saint-Denis à l'époque, pour soutenir ce mouvement. Le sol natal étranger, c'est une expression de Mallarmé. Les technologies de communication de plus en plus efficaces, les interactions culturelles de plus en plus instantanées empêchent toute élaboration de l'absence. Or, l'absence est l'une des conditions essentielles de l'art et de la littérature. La perte d'une culture, d'un pays, d'une identité devient par voie de conséquence impossible à supporter, comme s'il s'agissait d'un endeuillement interminable. Tout est immédiatement présentifié. Les nostalgies politiques intenses et dramatiques, l'ethnicisation des nations, la djihadisation des conflits politiques accompagnent l'émergence de grandes communautés virtuelles disséminées, perçues comme une menace à la cohésion des nations. Mais en même temps,
Ces mêmes outils électroniques vont procurer au gouvernement une capacité accrue de surveiller leurs citoyens, de leur enlever leurs droits civiques ou de les dénationaliser, comme le sont les Dominicains d'origine haïtienne, victimes de la violence d'une loi scélérate qui retire sous leurs pieds le sol natal étranger. Ces tensions entre citoyens devenus des ennemis intérieurs et gouvernements peuvent déboucher sur des conflits post-politiques ou post-démocratiques, si bien qu'en diverses régions du monde, les voyous, c'est l'expression de Derrida, sortent dans la rue, se retournent contre le monopole de la violence et s'organisent là où échouent les États faillis. Les conséquences de la globalisation ne sont ni uniformes ni homogènes. La globalisation de la culture, basée sur une logique de pouvoir et de profit, n'a pas éliminé la nécessité de repenser les identités en termes locaux, plus étroits, plus exigus, plus intimes. Partout, ce processus d'homogénéisation dont les indigènes font les frais secrètes d'ultime résistance. Alors que dans le monde contemporain, globalisé, la question des frontières, des migrations massives et des marges se pose avec acuité, la notion de diaspora est devenue problématique, voire même dangereuse, car elle ne définit plus les bouleversements de ce début du XXIe siècle dans l'espace transnational. La diaspora, depuis une vingtaine d'années au moins, à une échelle qui s'apparente de plus en plus à celle de la planète, le mot diaspora, apparu au cours de l'Antiquité, est devenu un terme très contemporain, capable de décrire des phénomènes nouveaux, à savoir la capacité de certaines populations, à l'ère dite de la mondialisation et du tout-monde, de former une communauté, une unité, en dépit de la dispersion spatiale de leurs membres, par la conservation de liens, de traits culturels ou religieux, économiques et politiques, par la référence unifiante à une terre ou à un territoire ou à une langue, qu'il s'agisse ou non d'un État réel ou d'un État à fonder. Entrer dans les langues vernaculaires européennes à partir d'un usage religieux biblique qu'il associe à une dispersion et un châtiment, le mot diaspora sera accolé à de nombreux qualificatifs, noire, africaine, arménienne, russe, par exemple les immigrants russes en Israël, mexicaine, indienne, chinoise, haïtienne, palestinienne. La liste pourrait s'allonger à l'infini. Quand il apparaît au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, au cœur de la traduction en grec du texte sacré de la religion hébraïque faite en Égypte par des traducteurs juifs, il n'est qu'un néologisme particulier, un nom commun dont l'usage ultérieur est rare et strictement limité au peuple hébreu. Aujourd'hui, il existe dans les universités américaines des Diaspora Studies. D'ailleurs, Glissant a enseigné dans 2 universités américaines, en Louisiane et à CUNY. Ces nominations font penser aux rhéteurs gaulois qui étaient les meilleurs maîtres de latin à Rome et à Virgile qui était gaulois. Il n'y a donc pas de colonisation sans appropriation de la langue. Dans son usage contemporain, diaspora colle parfaitement au monde actuel. Débarrassé de sa charge négative, lourde de malheur, de persécution et de punition, essentiellement liée à l'histoire du peuple juif, le mot s'est parfaitement adapté aux transformations du rapport à la distance, en raison de la quasi-disparition du facteur temps dans la relation à l'espace. La possibilité technique d'une proximité du facteur temps entre ceux qui se ressemblent, sur quelque fondement que ce soit, religieux, national, ethnique ou culturel, permet l'émergence de liens non territorialisés dont la multiplication en réseau permet une vision de la réalité planétaire, de la totalité monde, ou d'une partie de cette réalité, en termes de monde global. Il s'agit donc de comprendre ce qui se joue dans la contemporanéité d'un terme ancien et comment fut rendu possible, entre le mot diaspora, l'idée, la possibilité de maintenir ou de fonder une identité par-delà la distance et la discontinuité du territoire de cette identité. Et le monde actuel pour former un cadre susceptible d'être appliqué à une quasi-infinité de situations. Si la diaspora suppose donc la certitude d'un centre, d'une origine perdue, sacralisée, d'un châtiment appliqué à ceux qui sont partis, Rimbaud pourtant nous avait averti, on ne part pas. Pour souligner le paradoxe de la violence qui leur est faite, Spinoza croyait que la haine des nations est propre à assurer la conservation des Juifs. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de ne pas savoir ce qui se passe dans le pays de l'origine. Ailleurs, dans le monde, aucun des peuples n'avait des attributs comme le peuple juif pour apporter leur quote-part à l'édification de la culture, sinon qu'une absence.
les déportés africains en Amérique ne disposaient ni d'écriture ni de capital. En toute rigueur, le terme diaspora ne s'applique donc pas, ou qu'avec maladresse, aux afro-descendants, parce que, comme l'avait soutenu W.E.B. Du Bois, qui était d'ailleurs d'origine de Saint-Domingue, les nègres n'ont pas de sillon. S-I-O-N. N'ont pas de sillon non plus d'ailleurs. La principale originalité du succès contemporain de Diaspora réside dans la coexistence de deux acceptions principales plus ou moins antagonistes, l'une dite centrée ou encore moderne, envisagée sous l'angle de la continuité, ou tout au moins d'une relation privilégiée entre deux entités, l'autre est dite décentrée ou encore postmoderne, sous l'angle de la discontinuité, de l'hybridation plus culturelle que politique. Pour prendre en charge cet exil que j'ai écrit EX-il, avec accent circonflexe, cette rupture traumatique dans ma vie personnelle et dans la vie de centaines de millions de personnes dans le monde, cette rupture traumatique, je l'ai proposée d'abord par un jeu d'écriture, EX-il, et ensuite j'ai proposé le concept de métaspora, en me demandant s'il s'agissait, à l'ombre de Glissant, d'un délire verbal ou d'une fluidité conceptuelle. Or, ce terme, je l'extrais d'une poétique d'odeur, de son et d'égarement. Mon ambition a été celle d'abord d'un mot, de sa sonorité qui se déploie tout au long d'une écriture amoureuse du monde et encore plus éprise du langage. Pourtant, une attention extrême à la précarité des identités, précarités qui me sont confiées dans mon travail de psychanalyste et de psychiatre, auprès de réfugiés, d'une population de réfugiés que je soigne à Montréal et ailleurs. Cette grande précarité me fait comprendre dans ma pratique quotidienne qu'il existe pour chacun de nous le risque que tout sol natal puisse devenir étranger et se dérober sous nos pieds. Et c'est pour cela que j'ai plaidé pour la fabrique de patries intimes, secrètes et voluptueuses, sorte de sanctuaire frémissant de la puissance de l'art et de la littérature, anti-origine, impalpable, placée en soi et qu'aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut maîtriser. Désormais, chacun fera le choix de ses cultures et de ses passions, dans une totale liberté d'improvisation. Lieux, visages, objets qui disparaissent dans l'oubli à la fin de chaque vie, comme s'ils ne possédaient aucune mémoire, sont les traces désuètes sont les traces désuètes et éthérées du voyage parfois immobile, comme le laisse entendre Robert Louis Stevenson. Nulle terre est étrangère, seul le voyageur est étranger. Gilles Deleuze a été aussi dans son travail sur le devenir et une des inspirations d'Édouard Glissant. Il dit ceci: si l'on estime être capable de créer un nouveau concept, il faut écrire ce livre. Tel est le point de départ de Métaspora et de cette idée de libérer les identités des définitions qu'elles dépassent largement. L'art du langage offre au lecteur, n'importe qui ou n'importe où, la possibilité de permutations infinies selon la formule consacrée de Flaubert, et toutes les lettres sont comme les autres lettres de toutes les autres phrases. Et donc, j'ai posé cette possibilité en ouvrant le livre par une captation d'héritage. L'occasion de dire de soi, de dire de l'intime, de répandre le doute sur la question de l'origine, de la liéger dans une mer démangée par les lamentations funèbres. Glissant écrit « La mer est inaccessible, la mer ». J'étais très touché par le témoignage
de Pestre lorsqu'il a évoqué la visite très affective et affectueuse que Glissant lui a fait faire auprès de sa maman. Alors, il y a donc l'idée dans ce livre que le portrait d'un aïeul en uniforme d'apparat, pris à Paris en 1877 par un célèbre photographe français, Alphonse Liébert, peut m'autoriser une méditation initiatique sur le destin d'un homme en proie au deuil de sa femme qui est morte en couche, une jeune blanche créole, et qui lui laissa un fils. Et la légende familiale veut qu'il ait affrété une goélette et ait conduit le cadavre de sa femme et le bébé avec une nourrice, seul à bord, en France. La naissance d'une nation, Haïti, couplée à celle d'un art moderne, la photographie, s'exalte au moyen d'une écriture ensauvagée, jamais trop éloignée de la poésie. La destinée de la métaspora est enchâssée donc dans des matrices familiales, philosophiques, avant d'être révélée, et qui serait en sorte le véritable nid du concept, son fil conducteur. J'ai essayé, après Glissant, d'ouvrir des traverses vers les pensées de l'archive de Jacques Derrida, des devenirs élaborés par Deleuze, voire une relecture de Nietzsche lui-même. Quant à l'esthétique politique de Jacques Rancière, elle m'a servi d'enjeu pour analyser la musique et la candidature présidentielle de Wyclef Jean, qui est un chanteur de hip-hop américain d'origine haïtienne qui voulait devenir président d'Haïti. Mais il avait un accent. Et c'est sur cet accent, une espèce de chibolette, comme on appelle en psychanalyse, que sa candidature était refusée. L'enjeu pour moi, donc, était de sortir de l'histoire postcoloniale et même de tenter une fabrique intime, subjective, s'éloigner du territoire, se maintenir sur la limite, condition essentielle pour que le sujet égaré aille à rebours de la blessure sacrée de Césaire, et surmonte l'effondrement mélancolique et les séductions du cri. Le cri qu'on pousse au nom de la guerre sainte, évoqué par Saint John Perse. C'est donc par un jeu de détournement que ce concept que Glissant n'aurait pas renié, puisque Chamoiseau l'utilise beaucoup, de métaspora a été construit à partir d'un vaste enchevêtrement de lectures, traversant les siècles, les sensibilités et les espaces dont j'ai prélevé quelques fragments, en pratiquant aussi un art de la citation, à Baudelaire, à ces images ressassées de cocotiers absents, à Kafka, rêvant de la fenêtre de son bureau de Prague, au champ de canne à sucre et au cimetière musulman. Et c'est à Borges que j'ai emprunté l'expression « les patries intimes », qui est un bel oxymore, puisque la patrie, c'est la maison du père. Et l'intime, intima, c'est la mère. Ce bel oxymore, réminiscence intertextuelle, se retrouve aussi sous la plume d'Aimé Césaire, inversé en intime patrie, dans le poème Séisme. Et c'est donc là que je mets à profit la psychanalyse, c'est-à-dire en tentant de montrer qu'aujourd'hui, le sujet contemporain est un sujet qui fabrique, qui construit, à partir de différentes interlocutions, littérature, recherche, et qui tiennent leur force du pouvoir oral des mots, pendant qu'on observe à vif dans les pratiques d'élaboration de quantité de choses qui se passent, des enthousiasmes, des rapports entre médecine, psychanalyse, littérature, cinéma, toutes ces réserves qui sont des réserves subjectives où les déplacés, les égarés que nous sommes, nous retrouvons ainsi nos passions. Enfin, je terminerai en essayant de dire qu'aujourd'hui,
j'aurais aimé parler, et le temps, je pense, est arrivé, à la question des œuvres tardives, des œuvres que je suis très touché par ces deux hommes, Eduardo Manet et René Despestre, des œuvres tardives qui arrivent, et ça aurait été le cas pour Glissant également, qui arrivent à un moment de la vie, à ce dépaysement que les hommes vivent lorsqu'ils arrivent à un âge avancé, et que c'était très touchant de les avoir parmi nous aujourd'hui, et de se poser la question, à savoir, que faire de la culture de l'autre, quels sont les paysages qui permettent de préserver nos identités, quels sont les paysages intérieurs, intimes, lorsque Eduardo Manet nous dit qu'aujourd'hui il vit dangereusement parce qu'il a décidé de dire la vérité, que cette quête de vérité qu'on appelle la parésie, retrouvée chez Foucault d'ailleurs, montre que le dernier refuge que nous avons en nous-mêmes, c'est cette quête de vérité que toute sa vie, Édouard Glissant a tenté d'incarner. Hier, Cecilia Britton, je pense, m'a beaucoup ému en disant que l'œuvre de Glissant témoigne d'un sujet souffrant, d'un homme qui a porté toute cette souffrance, et avec beaucoup de cohérence. Et c'est pour cela que je reste illuminé par son œuvre, et qui restera, je crois, un phare et une lumière pour les hommes et les femmes à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël Desrosiers, pour ce parcours à la fois très intime et très intellectuel. Et à la différence de Michael Ferrier, qui n'avait vu Édouard Glissant que 15 secondes, toi, tu as rencontré Édouard Glissant à l'association des couturières de la Martinique et surtout des postiers, sans quoi Édouard Glissant... Et c'est vrai qu'il faisait ça, il fallait bien s'en souvenir aussi, parce qu'il disait que sa pensée devait être comprise par le peuple. Et je me demande si ce n'était pas un moyen pour lui de tester la compréhension, en fait, de ses propres concepts. Et je pense que ça l'amusait également beaucoup. Et c'est bien de nous l'avoir fait, de nous l'avoir rappelé. C'est aussi bien d'avoir montré comment peut-être se construit chez lui aussi une sorte de style, une sorte de manière d'inventer à partir du réel, et que un certain nombre de personnages qu'il a rencontrés dans la vie courante deviennent des personnages de romans. C'était aussi, on peut bien s'en rendre compte, hein, une manière pour lui d'écrire. Je crois que toute son œuvre est un peu construite comme ça. Et enfin, c'est bien d'avoir appelé ce concept de métaspora, hein, où tu essaies de montrer comment tu essaies de penser déjà dans le post-glissancien avec le glissant, et comment la manière par laquelle se construisent les concepts est toujours une manière qui essaie de mélanger un certain nombre de lieux de pensée. Et il me semble que c'est assez intéressant de nous l'avoir fait comprendre, de nous l'avoir fait sentir. Alors, nous avons un certain nombre de... C'est jusqu'à quelle heure? Ah, voilà. Donc on va prendre deux questions. Oui, donc on va prendre deux questions. Oui. Merci. Merci à tous les deux pour vos interventions. Je vais essayer d'être assez rapide. J'ai trouvé très, très, très intéressant les deux interventions, ce que Michael Ferrier a fait. Cette mise en relation entre quelque chose de très personnel et de biographique, et cette tentative de lecture au plus près du texte, des textes de Glissant. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que moi je travaille beaucoup sur les romans de Glissant, et je regrette toujours de ne pas toujours trouver l'opportunité de les travailler comme ça en cours, dans les cours que je donne à Paris 8, et j'essaie de temps en temps, sur la Lézarde, sur le IVe siècle, c'est plus difficile déjà, des textes que j'aime beaucoup l'écriture romanesque de Glissant, donc je suis tout à fait d'accord, je trouve ça très intéressant. Mais c'était c'est sur la première partie que je reviendrai, lorsque vous avez dit, ou tu as dit, on va dire, tu as dit que Glissant avait les outils pour penser la catastrophe pour
pour aborder, pour conceptualiser la manière dont on pouvait aborder la mémoire de Fukushima. Et moi, ça m'a vraiment, ça m'a un petit peu, comment dire, fait réagir, parce que je pense que Glissant, c'est, enfin, je le vois comme ça, c'est quelqu'un qui a écrit à partir de la Caraïbe, hein, des petits pays. Hein, petit pays, dit-il, au cœur nouveau du monde. Et donc, c'est à partir du modèle, enfin, à partir de la Caraïbe, à partir du sol, à partir de l'espace caraïbéen qu'il a construit un certain nombre, à partir de l'expérience vécue sur ce sol caraïbéen, qu'il a construit un certain nombre de ces concepts. Et c'est ce qui est assez fascinant, je trouve. Et c'est pour ça que parfois, c'est assez facile, même parfois un peu, même si on simplifie un peu, de le faire passer auprès d'étudiants assez, comment dire, ignorants de son œuvre ou ignorants d'un certain nombre de choses, de montrer comment il articule vraiment quelque chose du concret, du vécu, de l'histoire de la Caraïbe, avec les concepts, bon, même si ces concepts après s'élèvent un petit peu au-dessus, hein. Et en fait, cette expérience de la catastrophe, mais c'est l'expérience caribéenne. C'est l'expérience caribéenne. Catastrophe anthropologique, historique, politique, géoclimatique. Tout à l'heure, vous montriez un extrait de séisme de Césaire. On est dans le séisme. L'imprévisibilité, mais on n'a que ça. Hein. Toute l'histoire de la Caraïbe, c'est d'avoir dû composer avec ça, hein, avec l'arrachement, avec la déportation, avec et c'est l'imprévisible sur lequel on construit malgré tout. Et la créolisation, c'est, il me semble, en grande partie ça, hein, c'est-à-dire c'est la catastrophe sur catastrophe, mais on construit sur la catastrophe. Et donc, ça donne aussi, pas sur la poétique du tremblement, ça donne aussi un certain nombre de concepts. C'est pour ça que je ne suis pas du tout étonnée. Je crois que Glissant a construit ses outils, la boîte à outils dont tu parlais, à partir des choses qu'il y a eu à réparer et qui continuent d'être à réparer. Et cette catastrophe dont tu parlais, la catastrophe furtive, oubliée, mais c'est la Caraïbe, c'est tout ce qu'a vécu, c'est tout ce qu'ont vécu les sociétés de la Caraïbe. C'est furtif, c'est là, on ne sait pas comment gérer la mémoire, on gère, on gère à nouveau, on trouve des outils, des pansements, voilà. Et c'est pour ça que j'ai été très très intéressée par le fait que voilà, Glissant a construit des concepts et ça marche tellement bien qu'on peut les transférer ailleurs, hein, et qu'il a pensé une partie des choses qui se passent et dont on devient de plus en plus conscient maintenant. Je crois qu'il a beaucoup parlé des catastrophes et je crois qu'il y avait une très très belle formule où il disait « Les catastrophes frappent le monde, mais l'espoir vient de partout ». Et je trouve cette formule magnifique parce que toute sa vie, enfin je pense dans toute son œuvre, on trouve cette présence, cette mémoire de la catastrophe qui est omniprésente. Voilà. Bon, c'est juste une remarque. Je rends le micro. Oui, non, je ne saurais mieux dire. Pour ajouter juste quand même une nuance ou une précision, pour réparer, mais, et je crois que c'est très présent chez Édouard Glissant aussi, en prenant en compte le fait qu'il y a de l'irréparable. Il y a quelque chose qui ne sera pas réparé. Et non seulement il faut vivre avec, mais que c'est précisément à partir de ce point-là, ce point aveugle d'une certaine manière, que ça peut ressurgir, reverdir, dirait-il. Il aime bien ce mot Glissant, reverdir, sans doute parce qu'il y entend aussi reverdi, peut-être. Mais ce qui est frappant aussi, c'est dans le début de Poétique de la relation, The Sea is History, nous fondons quelque chose sur le stream, sur le flux, la mer. Alors je ne sais pas comment je vais articuler ça dans l'essai que je prépare, mais il y a quelque chose effectivement qui se pense là dans la catastrophe de Fukushima par rapport à quelque chose qui se diffuse, et là quelque chose qui est mortifère, qui se diffuse par le sous-marin. Voilà. Et là je pense que oui, Glissant
qui est pas utilisé du tout pour ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça même qui est vertigineux d'une certaine manière. Et ça montre bien que lorsqu'une pensée explore de cette manière si puissante et créatrice, un problème singulier, la traite des esclaves, eh bien, elle communique en même temps avec d'autres catastrophes. Voilà. Michael? Yeah. Ce que j'ai à dire est très simple. Il n'y a pas de place dans le colloque pour les traducteurs, mais j'ai traduit La Lézarde. Et ce que vous dites, la première phrase, est absolument vrai. Et le problème des traductions, c'est que comment faire passer cette ambiguïté, etc., dans une autre langue. Et souvent, il y a une forte pression éditoriale de mettre des points et de changer la ponctuation. Et je sais que, par exemple, Tayal qui est à sa maison, si vous voyez ma traduction, c'est Tayal left his house in the mountains. Ils ont ajouté dans les montagnes pour un peu fixer le lieu d'où il partait. Mais ce que je voulais dire, ce que vous avez remarqué dans sa descente vers l'argile, l'île est l'argile, c'est-à-dire l'île n'a pas de nom. La France n'est pas dans le livre, la France est le centre. Oui. L'île n'a pas de contour, l'île se termine dans la mer, dans la barre. Oui. Et je crois que c'est ça, cette invitation à lire le lieu comme de l'argile. Et ce qu'il dit de Faulkner, et je pense applicable à la lecture de ses œuvres, les œuvres sont des terres. Et Faulkner, le livre de Faulkner, il y a certaines terres qui vous permettent de voyager et de découvrir. Il y a d'autres terres qui sont minuscules, que vous ne pouvez pas errer dedans. Donc il a voulu créer de la Martinique, une terre dans laquelle ces personnages peuvent découvrir les nouveautés, etc. Mais nous pouvons découvrir une terre à la Martinique avec notre perspective. Oui. Et puis après, ce sera le film. Oui, merci. Juste un mot pour répondre à la réaction de Madame Simazotti. Nous disons que quand nous lisons Édouard Glissant, au moins quand je lis Édouard Glissant, quand j'ai lu Édouard Glissant, j'ai dit la même chose. C'est exactement le Japon. Édouard Glissant a écrit sur le Japon. J'ai eu cette impression-là. Et je ressens la même chose avec Fanon. Et c'est pour ça que nous lisons Fanon et Édouard Glissant au Japon, je pense, même si on est différents. Une dernière remarque, et puis on va passer au film. Le micro. Le micro. Quelque chose qui se diffuse par le sous-marin. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais par rapport au don, on va dire, divinatoire un petit peu d'Édouard Glissant et de sa façon d'anticiper sur certaines choses. On pourrait dire aussi, en lisant les essais, qu'il a anticipé quand il dit « je crois au petit pays », ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, avec la Révolution. Il est mort juste au moment... Je me rappelle, j'avais suivi avec Sylvie tout ce qui s'était passé, puisqu'il est mort en 2011, et nous, la Révolution, il est mort en février 2011, il est mort quelques jours après le 14 janvier 2011. Mais par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce qui se diffuse par le sous-marin, c'est très intéressant parce que c'est exactement la même chose en Méditerranée. Parce que si vous voyez ce qui se passe actuellement en Méditerranée, il y a d'ailleurs eu un colloque, un grand truc qui a été organisé en Californie en avril sur la Méditerranée devenue cimetière. Donc avec les migrants. Alors qu'avant, on n'avait pas depuis tous les grands textes sur la Méditerranée, depuis Hérodote en passant par Fernand Braudel, la Méditerranée, c'est un espace d'échange et de superposition. On n'a jamais eu dans notre imaginaire collectif une vision, une représentation de la Méditerranée comme étant un cimetière marin, un cimetière. Alors que c'est quand même devenu ça maintenant. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple...
Au début, on voyait, quand les premières les gros flux de migration ont commencé, en 2011 en tout cas, et avec la chute de la Libye, ceux qui viennent d'Afrique noire et subsaharienne, ça a commencé vers 2012-2013. Avant, les parents qui attendaient de retrouver les corps pour avoir... On était dans ça alors que tout le monde savait que c'était impossible. Et c'est seulement maintenant, c'est-à-dire en 2017-2018, qu'on commence à penser que finalement, il faut se faire à l'idée que le cimetière, il a changé d'espace. Et on retrouve ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une triangulation peut-être. Caraïbes, Japon, c'est une triangulation extrêmement large. Et ce qu'a souligné Michael Dash très justement à propos de l'île et l'argile. Et moi, j'entends encore la percussion, mais l'argile, c'est l'île élargie aussi. C'est-à-dire que c'est le lien qu'il fait avec d'autres possibilités d'amplitude des îles. D'où le fait que l'applicabilité du concept de créolisation, quand il dit l'Europe se créolise, est tout à fait viable. Donc voilà, je voulais juste rappeler que ça peut aussi être, on peut transférer ce concept aussi à la Méditerranée. Je vous remercie. Je vais poser peut-être une dernière question à Joël Desrosiers, précisément à partir de son concept. Comment est-ce que tu établirait une sorte de relation entre la métaspora et justement la pensée du tremblement, parce que c'est aussi une idée qui est une idée importante dans ce que tu construis. Oui. Dans l'œuvre de Glissant, on ne peut pas en parler trop, mais je crois qu'il y a une forte tendance actuelle, c'est de la considérer aussi comme une œuvre éco-poétique. C'est-à-dire qui tient compte de ces questions d'unité géologique, de tremblement, de catastrophe. Et quand on parle de tremblement, ce n'est pas seulement une métaphore. Haïti vient de subir un tremblement de terre dévastateur, notamment à Port-au-Prince et dans les environs. Donc la question du tremblement n'est pas seulement, je crois, pour Glissant, puisqu'il y a des tremblements assez fréquents d'ailleurs à la Martinique et à la Guadeloupe, n'est pas seulement une pure question métaphorique, mais quand il parle aussi du tremblement de l'être, là nous passons au lien que le sujet tremblait. C'est ça un peu l'idée que j'essaye de promouvoir, c'est que à l'intérieur de ce qui se passe, on a parlé hier du dedans et du dehors, dans ce dedans, même si à l'extérieur ça semble non trembler, à l'intérieur du sujet, il y a un tremblement constant. C'est-à-dire qu'il n'est pas maître de sa parole, qu'il n'est pas toujours... maître de ses transmissions, maître de ses relations, parce qu'il y a une partie de ces relations qui sont des relations fondées sur la violence, la haine de l'autre, l'opacité. Tout à l'heure, Glissant évoquait les insultes orales, nègre guinéen, nègre Congo, etc. En Haïti, le mot nègre, par exemple, signifie homme, tout simplement. Hein. Un blanc est appelé nègre en Haïti parce que dans la tradition haïtienne, le mot nègre est devenu un mot générique tout simplement pour une histoire sans doute tout aussi tremblée. Et donc il y a, pour Glissant, ce tremblement va loin. Dans le discours antillais, il parle d'une langue créole qui est la langue de la névrose, c'est son expression, qui est une langue du tremblement également, par ses hachures, ses bavures, ses hésitations, ses confusions. Il y a dans la pensée de Glissant quelque chose qui est touché, non pas uniquement des aspects, j'allais dire, sociologiques ou historiques du sujet martiniquais ou du sujet antillais, mais qui a touché les processus de pensée. Hein, c'est là que je rejoins cette pensée du tremblement, c'est-à-dire les processus de pensée sont marqués un peu comme l'oikos antillais, c'est-à-dire le paysage est marqué par quelque chose d'une grande fragilité. Et c'est pour cela que récemment, il y a peut-être 8 ans de cela,
un anthropologue qui s'appelle Massé a écrit La détresse créole. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre, hein, sur les processus de pensée du sujet martiniquais, détresse créole à la Martinique, où on montre l'intensité de ces tremblements, l'intensité de ces dévastations et de ces blessures qui sont l'apanage de nombreux sujets. Voilà le lien que je puis faire. Je te remercie. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je vais vous demander de remercier avec moi Eduardo Manet, qui est resté jusqu'au bout. Merci, Eduardo. Et je veux remercier également Michael Ferrier et Joël Desrosiers. Et je fais un grand coucou à De Peste qui nous écoute de là où il est, je suppose. Merci beaucoup à tous et on se retrouve ici pour la poursuite de la journée à 14h30. Voilà, merci.